Avant de commencer le débat, on s'est dit que ce serait bien qu'on se présente un peu, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas de quoi il s'agit ou qui ne nous connaissent pas. Donc, Chiasma, c'est la structure qu'on essaie de monter. Moi, Mariam et Samy, qui là-bas, on est des chercheurs en neurosciences. Et un jour, on était en Autolib et on a eu un débat. On s'est dit, c'est cool, pourquoi est-ce qu'on fait pas ça plus souvent et après, on s'est dit, pourquoi est-ce qu'on fait pas ça plus souvent avec plus de gens. Et du coup, on a fait ça. Pourquoi des débats on est très intéressé par la réflexion critique, par la pensée critique. Je vais introduire un peu c'est quoi. Et souvent, on est exposé à la réflexion critique dans les discussions, ou bien en regardant la télé, des débats à la télé, ou des débats dans la vie de tous les jours, que ce soit avec des potes, sur des sujets politiques, sur des sujets personnels. Et donc, on s'est dit, ça serait bien de créer comme un espace d'entraînement. Le but, c'est vraiment un but éducatif, pas d'avoir raison ou d'avoir tort. Bien sûr, les personnes qui débattent, leur but, c'est de convaincre l'audience. Mais en général, c'est vraiment plus dans un but éducatif, d'apprendre à comprendre comment est-ce que nos opinions se forment, les raisonnements qui servent nos opinions. Et c'est pour ça aussi que je vous fais la présentation. En fait, avant chaque débat, on va faire une petite présentation où on introduit certaines erreurs de pensée pour qu'on puisse aussi s'améliorer. Parce que si à chaque fois on vient et on débat et il n'y a pas un apprentissage derrière, on va probablement juste avoir des opinions encore plus fixées et se dire qu'on a raison. Vous allez voir pourquoi. Plus que... Salut. Euh, donc, à chaque semaine, on va essayer chaque mois, on va essayer d'organiser un débat une fois par mois. Les personnes qui sont sur notre page Facebook peuvent liker la page. Il y aura tout le temps des mises à jour sur chaque mois. Si vous avez des propositions de débat, vous nous dites. On est ouvert. On a choisi la première proposition. Et si vous avez des propositions ou des idées, vous pouvez nous les dire à la fin. Comme ça, on peut nous aussi s'améliorer. C'est vraiment dans une perspective d'éducation et d'apprentissage qu'on fait ça. Avant de commencer un peu la présentation, j'ai une question pour vous. Si vous lisez Les Parisiens sont, qu'est-ce que vous imaginez? Quels sont les adjectifs qui viennent à l'esprit? Tendu, arrogant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Triste. Ok. Je veux juste que chacun de vous garde en tête un peu les différents adjectifs qui ont apparu un peu automatiquement quand vous avez lu cette phrase. Sympa, ouais, c'est bien. Ben, on est des Parisiens, on est sympa, j'espère. Donc, quelque part, c'est vrai. Donc, je veux que vous laissiez ça un peu en tête, mais avant ça, je veux revenir sur le raisonnement, sur le fonctionnement un peu de notre cerveau. Je vais vous parler de ce qu'on appelle les heuristiques. C'est un mot peut-être qu'on entend souvent, mais on ne sait pas vraiment c'est quoi. Et c'est très important qu'on en parle un peu avant de rentrer dans le vif du sujet. Euh, les heuristiques, c'est n'importe quel système qui utilise une méthode approximative pour régler un problème. C'est-à-dire, c'est un peu la différence, c'est le contraire d'un système précis. Si je veux envoyer une fusée sur la Lune, je dois faire des calculs précis. Si je veux choisir qu'est-ce que je mange, je fais ça de façon approximative. Je ne fais pas de calcul nutritionnel, je regarde combien est-ce qu'il y a de calories, combien certaines personnes le font, mais en général, on fait ça de façon assez approximative. Et cette façon de faire, on l'a fait pour tout. Pas seulement pour notre raisonnement, on l'a fait pour notre perception, on l'a fait pour nos prises de décision, parce qu'on vit dans un monde très très complexe, dans un monde très géré un peu par le hasard. Et pour qu'on puisse vivre, on a besoin de créer du sens à partir de toutes ces informations qui viennent un peu de partout. Et du coup, on utilise des systèmes pas très précis, mais qui font bien l'affaire pour qu'on puisse fonctionner. Un exemple, vous êtes venu aujourd'hui, vous n'êtes jamais venu ici, la porte, vous avez su comment l'ouvrir. C'est une porte que vous n'avez jamais vue de votre vie, c'est une porte à laquelle personne n'a jamais été exposé, vous vous êtes pas dit, ah tiens, c'est quoi ce truc rectangulaire, comment est-ce que je vais interagir avec? Mon cerveau va faire des raccourcis basés sur mes expériences précédentes, mes interactions avec le concept porte, et basé sur ça, je vais réussir à ouvrir la porte. Donc, c'est très important pour nous qu'on comprenne que les heuristiques, dont les erreurs de logique et les biais cognitifs dont on va parler après, font partie. La majorité du temps, c'est quelque chose de très bien. On n'est pas là pour dire ah c'est pas bien les raccourcis du cerveau. C'est très important, on ne peut pas fonctionner sans. Et c'est vraiment quelque chose qu'on utilise tout le temps. On l'utilise dans la prise de décision, mais on l'utilise aussi pour des trucs beaucoup plus pratiques. Par exemple, ce monsieur qui attrape un frisbee,
son cerveau n'a pas le temps de calculer la vélocité du frisbee, le vent qui est en train de le pousser, la gravité de la Terre, selon s'il est à côté de l'équateur ou pas, parce que la gravité change un peu. Et après, il se dit, tiens, je dois aller là, et je vais mettre ma main comme ça, et je vais l'attraper. Son cerveau fait des heuristiques très rapides. En gros, pour les objets, pour schématiser, c'est pas exactement ça, mais pour schématiser, si quelque chose va très vite, mon cerveau se dit, il faut que je cours en arrière. Et si quelque chose va lentement, mon cerveau dit, je dois courir en avant. Et après, je fais une estimation à peu près d'où est-ce qu'il va atteindre, et je l'attrape. Et c'est pas seulement les humains qui font ça, les animaux par exemple, cette tortue n'est pas du tout impressionnée par ce que le mec a fait, puisqu'elle est capable de faire la même chose. Et du coup, on fait ces erreurs tout le temps. Par exemple, quand on utilise aussi ça en technologie, quand quelqu'un fait une application mobile, ils essayent de faire quelque chose d'intuitif. Intuitif, c'est juste une autre façon de dire facilement prédictible par nos heuristiques. Si une application, j'imagine que si je presse sur ce bouton, il va se passer ça et ça se passe, ça nous donne une récompense et on se dit c'est un truc qui est bien fait. Donc cette capacité de prédire le monde et que le monde réagit, que notre prédiction soit bonne, nous donne un sentiment de satisfaction. Et quand elle n'est pas bonne, ça nous crée un peu un truc très bizarre. On ne sait pas quoi faire. C'est un peu comme les illusions d'optique qu'on voit assez souvent. Sauf que ces heuristiques qui sont très nécessaires, qui sont très bons et qu'on utilise tout le temps dans notre vie, font aussi partie de notre raisonnement. Et quand on rentre un peu dans le raisonnement, euh, ça devient un peu plus compliqué dans le sens où une erreur, si par exemple quelqu'un me jette une balle et je la rate, c'est pas très grave, je vais la ramasser. Donc on corrige assez vite et puis souvent dans des heuristiques fonctionnelles, c'est des choses assez stables. Une balle, la gravité de la planète, elle est constante tout le temps. Il y a des petites variations, mais on s'en fout. Elle est constante tout le temps. Et du coup, quand on est dans un raisonnement, on est en train d'interagir avec d'autres personnes. Donc eux, ils sont pas constants, nous, on n'est pas constants, et donc ça devient un peu plus problématique. Euh, Nous, ici, ce qui nous intéresse, c'est les erreurs dans les heuristiques du raisonnement, qu'on appelle les biais cognitifs et les erreurs de logique. On va en parler aujourd'hui, on va essayer d'en introduire quelques-uns, et au fur et à mesure qu'on fait des débats, le but c'est vraiment d'apprendre à les identifier, parce que c'est des choses qui se passent très vite, et donc c'est très difficile de ne pas en faire. C'est beaucoup plus raisonnable et réaliste d'imaginer qu'on va en faire et qu'on puisse revenir et corriger. Et donc on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut, non pas éliminer les biais, mais comment est-ce qu'on peut en être conscient et donc les intégrer dans notre prise de décision. Si vous voulez, pour faire un peu plus simple, ce qu'on veut, c'est qu'on soit plus attaché au mécanisme qui nous emmène vers une opinion qu'à notre opinion. Parce que si quelqu'un est attaché à une opinion, par exemple, je suis pour le bronzage. Si moi je suis juste attaché à l'opinion et pas au raisonnement derrière, si demain on prouve que le bronzage c'est très mauvais pour la peau, je vais avoir beaucoup de résistance pour changer d'opinion. Mais si moi je suis attaché à comment je suis arrivé à ce raisonnement, la manière d'y arriver, je suis soudainement moins attaché à l'opinion en elle-même, plus attaché au mécanisme, donc je peux plus facilement changer d'avis. Donc quand je trouve un piège dans mon raisonnement, je peux plus facilement adapter ma croyance. Et donc, vraiment, le but qu'on veut essayer, c'est arriver à comprendre pourquoi est-ce que nos opinions sont nos opinions. Souvent, nos opinions viennent de notre famille, de notre entourage, de films qu'on a vus, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui les sous-tend. On va essayer de mettre à jour qu'est-ce qui sous-tend nos opinions pour que, on puisse, c'est rassurant de savoir qu'on a des opinions qui sont bâties sur un raisonnement sain, et deux, pour qu'on puisse changer nos avis, au lieu d'être attaché à l'opinion, on est attaché à la méthode, et donc c'est plus facile de changer notre avis quand on se trompe. Euh, Si on revient donc un peu, et c'est important aussi de savoir une chose, avant que je passe au truc suivant. Si on fait pas d'erreur logique, et ça c'est une erreur qui se fait souvent, si on est en train de débattre tous les deux, tu fais pas d'erreur logique, je fais pas d'erreur logique, ça veut pas dire qu'on va avoir le même avis. C'est tout à fait possible, même c'est ce qui se passe le plus souvent, d'avoir des différences d'opinion en ayant tous les deux un raisonnement sain, un raisonnement qui n'est pas qui n'a pas d'erreur. Et la différence, c'est que quand on a une différence d'opinion, on est capable d'en parler sans avoir de filtre ou de parasitage. Quand on a deux opinions différentes à cause d'erreurs de logique, c'est beaucoup plus compliqué de discuter ensemble parce qu'on est attaché à l'opinion, on n'est pas attaché au raisonnement et donc on a beaucoup de mal à accepter que quelqu'un critique cette opinion.
Donc on n'est vraiment pas dans une perspective de on va arrêter de faire des erreurs de logique, on va tous avoir le même avis et on va trouver la solution à l'univers et à la vie. C'est 42 la solution. Si on revient aux Parisiens, on a demandé à Google. Et donc les propositions, c'est les Parisiens sont beaux, arrogants, snobs et froids. Après, il y a un truc, c'est que dans Google, souvent la première proposition est vraie. Donc, ça, on n'y peut rien. C'est aussi accessoirement les habitants de Paris. Oui, accessoirement tous les habitants. Les Parisiens, pour cet exemple, c'est toutes les personnes qui habitent à Paris, donc nous aussi. Non, mais on aurait pu t'amener comme ça, les Parisiens sont les habitants de Paris. Ah oui, bien sûr, ça, ce serait. C'est genre, oui. C'est la définition peut-être la plus vraie. Mais vu qu'on n'est pas très machiste, on a aussi demandé c'est quoi les propositions de Google pour les Parisiens. Et donc là aussi, la première réponse de Google est tout le temps vraie. Donc on voit que c'est encore le cas. Les Parisiens sont beaux, les Parisiennes sont inexplicables. Ça c'est clair. Mais aussi les filles faciles, les infidèles, les femmes les plus belles. Et donc on s'est dit qu'au lieu, ce qui se fait d'habitude pour expliquer les biais, c'est qu'on prend d'habitude un biais et on l'explique. Mais dans le monde réel, c'est très rare de voir des personnes qui font un biais spécifique. D'habitude, c'est une phrase qui est sous-tendue par plusieurs biais. Donc ce qu'on s'est dit, c'est au lieu de vous dire on va parler de ce biais, on s'est dit on va prendre une phrase, comme par exemple les Parisiens sont arrogants, ou les Parisiens sont snobs, ou les Parisiens sont froids. On va essayer de voir quelles sont les erreurs de logique et les biais cognitifs qui sous-tendent cette phrase. Parce qu'on sait tous que c'est une caricature. On n'a pas besoin. On a essayé aussi de choisir quelque chose qui n'est pas très chargé émotionnellement, pour qu'on puisse vraiment, parce que c'est pas le but. Et pour faire ça, je vais essayer de vous raconter comme une histoire et mettre à jour mettre la lumière sur les différents biais qui sous-tendent les Parisiens sont arrogants, par exemple. Il faut savoir que souvent, il y a plusieurs interactions entre les plusieurs biais. Ils ne viennent pas de façon séquentielle, mais vu qu'il fallait créer une sorte de scénario pour cette phrase, on a créé comme une histoire, je vais vous raconter, qui va faire apparaître un biais derrière l'autre, un biais derrière l'autre. Il faut savoir qu'en général, les interactions sont plus complexes, elles ne sont pas aussi linéaires. Donc pour cette histoire, je veux que vous imaginiez un touriste qui va visiter Paris. Et pour bien faire dans le stéréotype, on va dire que c'est un Américain. Un Américain qui décide de venir visiter Paris. Donc, avant de venir visiter Paris, il va sur Google et il met Parisians are, et il voit Parisians are arrogant snob. En anglais, ça marche aussi. J'ai essayé, c'est pire en anglais. On s'est dit, on va essayer en anglais. C'est 10 fois pire. Et du coup, il lit ça. Et donc là, il y a le premier biais qui rentre en jeu, qui s'appelle ad populum, ou aussi bandwagon en anglais, ou l'effet de troupe. On entend souvent, on n'est pas un détail, on n'est pas des troupes. Et du coup, le biais de l'ad populum, c'est quand... Parce que beaucoup de gens ont une croyance, donc beaucoup de gens disent quelque chose, je commence à penser que c'est vrai. Donc si tout le monde dit que les Parisiens c'est des salauds, ou les Parisiens sont des arrogants, donc probablement c'est des arrogants. Donc notre touriste américain, avant même de prendre l'avion, il a déjà un premier biais qui rentre en jeu, qui lui dit qu'en fait les Parisiens, tu vas dans une ville où peut-être les gens ne sont pas très très sympathiques. Donc il prend l'avion, il arrive à Charles de Gaulle, il passe la frontière, tout se passe bien, les agents sont gentils avec lui, il arrive devant la gare de RER, il parle avec l'agent de la RATP, lui demande comment aller à Paris, elle lui explique très gentiment comment prendre un billet, prendre le train, il prend le RER, tout se passe encore très bien. Et là, en sortant du métro, une personne le bouscule et ne s'excuse pas. Il se dit, putain, c'est parisien, c'est vraiment des salauds. Il monte à un café, les Américains, ils sont habitués aussi à avoir des... qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Vous êtes monsieur. La personne qui lui fait le service est un peu froide, et là, il se dit vraiment, c'est parisien, c'est vraiment, vraiment, vraiment la pire espèce. Et le biais qui sous-tend ce fonctionnement, ça s'appelle un biais de confirmation. Un biais de confirmation, c'est quoi? C'est quand on a une croyance, on compte juste les fois qui confirment cette croyance et on oublie toutes les fois qui ne confirment pas cette croyance. On voit ça dans beaucoup de choses. Le truc le plus commun qui se donne le plus communément, c'est la prière. Quand je prie, il se passe pas, ma prière n'est pas réalisée, j'oublie un peu
ça s'est passé. Et quand je prie et ça se passe, je me dis merci mon Dieu. Donc vraiment, le biais de confirmation, c'est quand je compte les fois qui confirment ma croyance et je compte pas les fois qui infirment ma croyance. Ça marche aussi pour le travail du neuroscientifique qui a commencé dans la multitude de publications. Ah oui, oui, bien sûr. S'il y a par exemple, moi je crois, disons que, je sais pas, un truc sur le cerveau, il y a 50 papiers, 25 qui vont dans mon opinion et 25 qui vont à l'encontre de mon opinion, je vais automatiquement être plus prone à me dire que ceux qui confirment ma croyance sont plus rigoureux, sont meilleurs, l'impact facteur du journal est meilleur, il a aussi publié sur d'autres trucs, et que les autres, je vais commencer à trouver des petits trous dedans. Et c'est tout à fait c'est tout à fait normal quelque part. L'important, c'est impossible de ne pas faire un biais de confirmation. L'important, c'est de savoir qu'il existe pour qu'on puisse corriger. Donc je me suis dit, me dire, je vais faire un effort conscient de lire de façon plus neutre l'article qui va à l'encontre de ma croyance. C'est vraiment un effort. Les biais existent parce que c'est plus économique pour le cerveau. C'est juste plus facile de ne pas se poser toutes ces questions que de se prendre la tête à chaque décision. Donc quelque part, ça a une utilité. C'est juste que si c'est des biais qui disent les Parisiens sont arrogants, limite on s'en fout, ça fait de mal à personne. Mais quand on a des opinions beaucoup plus graves, c'est là, sous-tendu par des biais, c'est là où c'est ça qui nous a poussé un peu à faire ce qu'on veut, ce qu'on est en train de faire. Donc biais de confirmation. Euh, et donc cette personne commence à se dire ah ces Parisiens sont vraiment méchants, sauf que notre gentilhomme, ça fait même pas 2 heures qu'il est à Paris. Et donc il a maximum parlé avec 6 ou 7 Parisiens. Et donc ce qu'il fait, c'est qu'il va faire une erreur de logique qui s'appelle la preuve anecdotique. Il a parlé avec 6 ou 7 personnes dans une ville où il y a 1,5 million. Et basé sur cette preuve, il commence à tirer des vérités sur les individus qui vivent dans cette ville. Cette preuve anecdotique est très liée sur un autre biais qu'il va utiliser quand il rentre chez lui. Il rentre chez lui à l'hôtel, il va appeler sa famille pour lui dire que en fait les Parisiens c'est des salauds, mais la ville est super géniale et c'est la ville la plus belle au monde, la ville de lumière et d'amour et tout. Et là, ce qu'il fait, c'est une surgénéralisation. Donc il explique à sa famille, basée sur une preuve anecdotique qui est régie par un biais de confirmation, il surgénéralise et il dit à sa famille, bah, en fait, Paris c'est génial, mais les Parisiens vraiment, genre ils sont horribles, horribles. Alors qu'il a dû voir 5 personnes et qu'il a complètement oublié les personnes euh, qui n'ont pas confirmé cette croyance, qui ont été très très gentils avec lui. Mais le pire dans l'ironie un peu du sort, c'est que notre bonhomme, en sortant du métro, il n'a pas tenu à la porte à la personne derrière lui. Il est sorti du métro, il a continué, il n'a pas tenu la porte. Et du coup, quelque part, la personne à qui il n'a pas tenu la porte, elle pense que les Parisiens, c'est des salauds à cause de lui. Lui, il pense que les Parisiens, c'est des salauds à cause d'elle. Et ce pied-là, de juger les gens sur leurs actes et de nous juger sur nos intentions, s'appelle l'erreur fondamentale d'attribution. C'est-à-dire, quand moi, je ne tiens pas la porte, je me dis, je suis très pressé, je vais rater mon rendez-vous, je dois aller à un café. Mais quand quelqu'un ne me tient pas la porte, je me dis, ah, c'est un salaud. Quand je suis dans un embouteillage et quelqu'un coupe la file, je me dis pas, peut-être ce mec, il a une urgence et sa femme va à l'hôpital. Je me dis, ah, c'est con. Et quand moi j'ai une urgence et ma mère est malade et je dois arriver vite à l'hôpital, je coupe et je me dis, ben, c'est pas grave, je suis en retard. Et donc cette erreur de juger les autres sur leurs actes, sur ce que je vois, mais me juger sur mes intentions parce que je vis avec moi, c'est un peu le grand-père de toutes les erreurs de raisonnement. C'est l'erreur fondamentale d'attribution. On en a encore deux. Mais tous ces biais n'auraient eu aucun lieu d'être si cette personne était venue et avait fait un club de débat avec nous et était au courant de ce qu'on appelle le biais du faux consensus. Et le biais du faux consensus, c'est réaliser que mes croyances, mes valeurs, comment moi je pense, n'est pas partagé par tout le monde. C'est-à-dire, lui, américain, qui est habitué à ce que quand il va à un resto, on lui dit hello sir, thank you sir, you need anything sir, et qu'on est vraiment dans le client est roi, il pense que c'est comme ça pour tout le monde. Il pense que si quelqu'un ne fait pas ça, c'est qu'ils sont en train de lui manquer du respect. Alors que culturellement, les biais sont très culturels. Culturellement, à Paris, c'est une autre façon de faire. Ça ne veut pas dire que la personne est arrogante, ça veut juste dire qu'elle est comme ça. Ce faux consensus, cette capacité de ne pas pouvoir imaginer qu'un autre a une autre croyance à moi, est aussi quelque chose qui gère beaucoup, par exemple, les débats publics et les débats politiques. Comment est-ce que vous pouvez imaginer que quelqu'un fasse ça? Ben, il peut le faire, vu qu'il l'a fait. Il n'y a pas beaucoup d'imagination.
On n'a pas beaucoup à imaginer, il faut juste être conscient que ce que je sens n'est pas universel. Pouvoir faire cet effort conscient de me dire peut-être les valeurs par rapport auxquelles je suis en train d'évaluer ce monsieur, c'est les miennes et pas les siennes. Et donc peut-être de son point de vue, c'est tout à fait normal. Et finalement, le lendemain, quand il va voir un Parisien, il lui dit, le Parisien lui dit, mais écoute, tu sais, tous ces gens, c'est pas de vrais Parisiens, les vrais Parisiens sont géniaux, les vrais Parisiens sont très sympas. C'est une erreur de logique, j'ai pas su la traduire, ça s'appelle No True Scotsman. Ça veut dire que ce n'est pas un vrai Écossais, ça vient d'une histoire écossaise. C'est de dire que, vu que l'autre n'est pas comme moi, même si on est dans le même groupe, je dis que c'est pas un vrai. On voit ça souvent, par exemple, au foot. La tribune de Boulogne, ils brûlent le parc et les gens disent que c'est pas de vrais supporters. On voit ça aussi maintenant avec les trucs terroristes et islamistes. On dit que c'est pas de vrais musulmans, c'est pas de vrais français ou c'est pas de vrais québécois. Et en fait, le problème de ce biais, c'est qu'elle écrase la complexité du monde. C'est-à-dire, c'est un supporter du PSG, c'est juste un supporter du PSG qui est un salaud. Et ça existe. Il y a des supporters du PSG qui sont cool, des supporters du PSG qui sont pas cool. C'est un vrai Français, mais c'est un Français qui est pas cool. Et j'ai laissé cette phrase jusqu'à la fin parce que dans la majorité des cas, le but de ces erreurs, c'est d'écraser la complexité du monde, de simplifier une situation très 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 complexe. On peut être d'une certaine religion et être super génial, et d'une certaine religion et être moins génial. C'est juste plus facile d'écraser et de se dire c'est ou bien ou mauvais. Et écraser la complexité du monde, c'est un peu ce qu'on veut essayer de combattre. C'est un peu dans les débats, dans les présentations qu'on fera dans le futur. Le but qu'on va essayer de faire, c'est de ramener la complexité. On peut être un supporter du PSG et être un hooligan, tout comme on peut être parisien et être arrogant, tout comme on peut être parisien et être snob, ou on peut être parisien et être super sympa. Mais en fait, pour les Parisiens, ça marche pas. Les Parisiens sont vraiment tous arrogants, à part les Parisiens qui sont ici. Parce que c'est comme ça. Et du coup, on n'aime pas grand-chose, mais c'est comme ça.